C'est parti. Ouais, c'est lancé. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Hop, nous laissons rentrer les personnes dans la salle. Moi, je ne vois que mes écrans. Donc, je me présente Pascal Clark. Je vous accompagne sur ce webinaire avec Florence en coulisses pour Practice. Et puis, nous avons l'honneur d'accueillir pour ce webinaire donc le docteur Léonard, médecin inspecteur régional du travail à l'adresse Grand Est, le docteur Weber, médecin du travail à l'AST 67, le docteur Collomb, médecin du travail à la Gestra, Stéphane Oinson pour Espoir 54, donc structure spécialisée sur le champ du handicap psychique, Jean-Luc Aiglé et Marion Pépin pour Route Nouvelle-Alsace avec aussi une spécialisation sur le sujet, Cécile Collin donc pour l'association AVSEA et particulièrement sur le champ de l'emploi accompagné et ces intervenants auront l'occasion de faire des retours d'expérience au programme. Ce matin, donc, nous avons prévu euh, 3 temps. Donc, en fait, il va y avoir grosso modo 4 quarts d'heure. Il y a des temps qui prendront un peu plus, qui déborderont un petit peu. Mais on va être sur 3 retours d'expérience autour de 3 mots-clés que sont comprendre les situations, et notamment on abordera la question du dialogue sur la situation de handicap. Un deuxième retour d'expérience plutôt autour de la logique d'accompagnement avec, on le verra à partir du témoignage, un cheminement entre parcours de soins et même parcours de vie et projet professionnel. Et puis, ce qui va toucher à l'adaptation avec l'aménagement des situations de travail et des conditions d'emploi. Donc, situation de handicap psychique et maintien dans l'emploi, je vous propose d'enchaîner immédiatement avec le docteur Michel Weber sur un premier témoignage qui concerne donc un agent de nettoyage. Et docteur Weber, je vous laisse dérouler le, le- la situation. Bonjour. Alors, je vais essayer d'aller vite et d'être claire malgré tout. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur C. Monsieur C que j'ai rencontré pour la première fois en 2009. Il avait 37 ans à l'époque et il était donc agent de nettoyage dans une petite charcuterie industrielle, une vingtaine de salariés. Il travaillait seul les après-midi. Après la phase de production, il procédait au nettoyage des ateliers. Il devait les laver à grande eau avec du détergent. Ensuite, il appliquait une mousse désinfectante, puis rinçait après un temps de pause de 30 minutes. Il aimait beaucoup son travail, que dès le départ, il me décrivait comme un travail qui nécessitait beaucoup de minutie, qui était important pour l'entreprise et qui lui permettait par ailleurs une grande autonomie parce que ça lui convenait très bien de travailler tout seul l'après-midi après la phase de production et sans beaucoup de collègues présents dans l'usine. L'entreprise venait de changer de médecin du travail. Elle appartenait à un groupe, mais pour des raisons administratives, ils étaient suivis dans une autre association. Ils avaient décidé de regrouper leurs entreprises dans la même association et de les faire toutes suivre par mois. Et en fait, en 2009, monsieur n'avait jamais eu de soucis de santé. Il travaillait là depuis 93 et il n'y avait eu aucun événement de santé notable. Donc tout s'est bien passé jusqu'en 2015. En 2015, je l'ai vu en visite de pré-reprise. Il avait fait un malaise au travail. Il avait été évacué par les pompiers. Il y avait eu un bilan aux urgences qui avait éliminé une pathologie cardiaque, mais l'arrêt avait été prolongé. Et quand j'ai vu Monsieur C, il était suivi en fait par un psychiatre. Selon le psychiatre, il s'agissait d'un épisode anxio-dépressif en lien avec un surmenage, une surcharge de travail, une anxiété. Et Monsieur C relatait effectivement une pression qui s'était accrue depuis quelque temps parce que le groupe avait mis en place une responsable qualité
qui demandait une application plus stricte des normes d'hygiène, des changements de ses habitudes, l'apparition de procédures nouvelles. Du coup, c'était un petit peu compliqué pour lui. Il avait des idées envahissantes au sujet de cette supérieure hiérarchique, finalement, qu'il n'avait pas avant. Et il se disait vraiment dans l'incapacité de retourner travailler dans ces conditions. Et c'était vraiment pour lui très difficile d'imaginer y retourner. Avec son accord, on a finalement organisé avec l'employeur un retour à temps partiel thérapeutique sur un poste similaire de nettoyage, mais dans une autre usine du groupe, parce que Monsieur C donnait vraiment entière satisfaction et l'employeur avait vraiment à cœur de lui permettre de revenir rapidement. Donc, il est retourné dans cette autre usine un peu plus grande. Il effectuait les mêmes tâches, mais là, cette fois-ci, il était dans une équipe de 5 à 6 personnes, un nouveau responsable. Et là, pour le coup, il devait travailler de nuit, alors qu'avant, il travaillait on va dire, 14 heures à 21 heures. Donc là, il travaillait vraiment de nuit. On a aménagé au départ les horaires pour éviter qu'il termine trop tard le soir, puisqu'il était à temps partiel thérapeutique, et progressivement, il a repris à temps plein. Il a arrêté son traitement au bout d'un an avec l'accord du psychiatre. Là, on est en 2016, il reprend à temps plein, tout va bien, et il est très content de sa nouvelle affectation. 2017, au bout de 6 mois de temps plein, coup de théâtre, il est à nouveau en arrêt de travail, avec un tableau dominé à nouveau par des idées envahissantes qui concernent son nouveau supérieur hiérarchique, et le psychiatre revoit le diagnostic. Je dois dire que dès le départ, il y a une collaboration vraiment très fluide qui s'est installée avec le psychiatre de ce monsieur, avec l'accord du salarié, puisqu'il a fallu discuter avec le psychiatre de la question du changement des horaires de travail, du travail de nuit. Et le salarié, dès le départ, m'a autorisé à contacter le psychiatre et on a vraiment eu une collaboration pendant toute l'histoire de ce patient qui a été vraiment très fructueuse. Et devant ce nouvel épisode, le psychiatre me dit, il va falloir que je revoie le diagnostic. On n'était pas dans un état anxio-dépressif simple la première fois. Euh, j'ai changé le traitement, j'ai mis des neuroleptiques et ça va très vite, beaucoup mieux. Et avec l'accord du salarié, du psychiatre et de l'employeur, on convient cette fois-ci d'un nouveau changement d'affectation. Il reste dans la même usine, mais il va en production. Alors, l'argument avancé à demi-mot à l'employeur, parce qu'évidemment, on a le problème du secret médical, euh, c'est que moi, j'ai mis en avant une contre-indication au travail de nuit pour le changer de poste et pour ne pas le remettre en contact avec ce deuxième supérieur avec lequel les choses s'étaient mal passées. Et donc, il reprend en production. Et il est très apprécié toujours pour sa minutie, sa rigueur, sa ponctualité. Euh, on est en 2018, il reprend à temps plein, en production cette fois-ci. Euh, il est à temps plein. Non, il reprend jusqu'à 70%, pardon. Et il poursuit son activité sans difficulté. Et là, on obtient, avec le médecin conseil, une invalidité de première catégorie pour lui permettre de rester en emploi. Pour le coup, il est convenu quand même avec la hiérarchie de m'appeler en cas de constatation de changement de comportement ou de choses qui paraissent inhabituelles. J'ai deux référents dans l'entreprise concernant Monsieur C, son chef d'équipe, et puis le directeur qui n'hésite pas à me téléphoner quand ça va mal. Et par exemple, il y a un incident au cours duquel Monsieur C aurait été accusé à tort d'avoir proféré des insultes vis-à-vis d'un collègue qu'il affirme ne pas avoir proféré, et lui est très heurté par cette accusation. Et là, je le vois très rapidement, on désamorce la situation, ça ne dégénère pas, il n'y a rien qui se passe. Et, euh, et on corrige le traitement avec le psychiatre, qui majore un petit peu, qui met un régulateur de l'humeur. On évite un arrêt de travail qui n'aurait pas été indemnisé puisqu'on était sur la même pathologie que celle qui avait donné lieu à l'invalidité. Et voilà, il continue. 2018, 2019. Là, à partir de là, je commence à le revoir très régulièrement. Je le vois tous les 2, 3 mois. Le psy, lui, le voit évidemment tous les mois. Euh, Au moindre petit incident qui serait susceptible de provoquer des conflits, puisque vous l'avez bien compris, on est sur un diagnostic qui n'est plus tout à fait celui de l'anxiodépression, mais plutôt on est sur le versant un peu psychotique. Euh, L'entreprise m'appelle et moi je vois Monsieur C rapidement. Moi je le calme quand il critique sa hiérarchie, je temporise. La hiérarchie joue vraiment son rôle, elle intervient vraiment régulièrement. À un moment, un de ses collègues affirme en public que Monsieur C joue la comédie, qu'il n'est pas si malade que ça. La hiérarchie temporise, recadre le collègue, les choses se passent vraiment bien. Et ce qui joue en la faveur de Monsieur C, évidemment, c'est qu'à côté de ça, il est très méticuleux, très ponctuel et il a toujours à cœur de faire très bien son travail. Il est vraiment à cœur, il est valorisé et voilà. Mais ça suscite des jalousies avec les collègues, y compris la valorisation de Monsieur C suscite des jalousies. La crise sanitaire en 2020 perturbe beaucoup Monsieur C.
parce que lui applique de manière extrêmement draconienne les règles d'hygiène, alors dans l'entreprise évidemment, mais alors en plus tout autour. Il a à nouveau des idées envahissantes parce que il pense que ses collègues lui en veulent. Et là, il commence à aller moins bien. Il pratique de moins en moins ses loisirs. Il aimait beaucoup la pêche, qui était un loisir solitaire qui lui convenait beaucoup, qui lui permettait beaucoup de s'évader. Il pêche plus. Il a un petit arrêt de 2 mois fin 2020. Un autre de 2 mois avec un accident de trajet en 2021. Là, il a été légèrement percuté par un collègue sur le parking du travail alors qu'il fumait sa cigarette. Il est très perturbé par le fait que l'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère accident du travail. Il a dû faire un constat d'accident avec son collègue et pour lui, c'est un accident du travail, c'est pas un accident de la route. Donc ça le perturbe beaucoup. Mais voilà, bon an, mal an, malgré ce qu'il vit comme une injustice, il continue de travailler. Malheureusement, en juillet 2020, son papa décède, sa maman est très malade. Là, le syndrome dépressif reprend le dessus, il a à nouveau des idées envahissantes. Ces idées envahissantes, elles deviennent cette fois-ci euh, sur le terrain qui est le décès de son père. Et ça ne le quittera plus. Il a une perte de l'élan vital, il promène plus ses chiens, il bricole plus, il fait plus de randonnée. Ça va vraiment moins bien. Il a une épouse qui le soutient depuis le début et qui vraiment est avec lui. Et donc, il continue, bon an, mal an, de travailler alors que ça va pas forcément très bien. Le psychiatre majore plusieurs fois le traitement, notamment remet des antidépresseurs. Il a de temps en temps un petit arrêt d'une semaine, 2 semaines. L'employeur continue de le soutenir parce que quand il est là, il est exceptionnellement efficace. Donc ça se passe bien jusqu'en 2023. Malheureusement, 2023, il a des algies vasculaires de la face qui surviennent de manière brutale et qui nécessitent des arrêts de travail alors d'une journée, mais des arrêts un peu perlés, des absences. Son épouse est obligée de venir le chercher au travail. Il pose des congés pour ne pas solliciter d'arrêt de travail de son médecin traitant. Il finit par épuiser ses congés comme ça. Et là, on se dit avec le psychiatre que ça va pas être possible de continuer comme ça. Et on fait une demande d'invalidité de deuxième catégorie quand les arrêts de travail ne sont plus possibles du fait des prestations de la sécurité sociale qui s'arrêtent. Et donc, malheureusement, 2024, il obtient cette invalidité de deuxième catégorie et la décision d'inaptitude devient un petit peu euh, la seule solution puisque ces algies vasculaires prennent toujours des proportions, c'est difficile pour lui. Et donc, malheureusement, 2024, je prends une décision d'inaptitude. Alors, malgré tout, je trouve que même si ça se termine par une inaptitude à 54 ans, pour Monsieur C, ces 9 années où il a travaillé avec cette pathologie psychique, ont été finalement extrêmement positives en termes de maintien dans l'emploi parce que pour lui, c'était extrêmement important de rester au travail. C'était extrêmement important de travailler et ça l'a soutenu pendant ces 9 années. Il a 56 ans aujourd'hui. Donc, quand je l'ai mis inapte, il en avait 54. Il bénéficie de cette invalidité de deuxième catégorie. Il y a une prévoyance dans l'entreprise avec un maintien du salaire en partie. Donc, on est parvenu à une solution sociale qui lui permettra d'arriver jusqu'à sa retraite sans trop de soucis financiers. Et je trouve que c'était quand même une victoire malgré l'issue qui a été l'inaptitude et que cette collaboration vraiment avec le psychiatre qui a été vraiment présent à chaque fois qu'il le fallait, l'entreprise qui a vraiment joué le jeu jusqu'au bout et la hiérarchie qui a vraiment fait les choses très proprement et Monsieur C qui a été très combatif et qui m'a fait confiance jusqu'au bout, et ben ça a quand même été une belle victoire et même à la fin, il m'a quand même remercié de ce qui s'était passé. Donc voilà. Alors, merci, docteur Weber. Vous m'avez grillé ma première question, qui est, qu'est-ce qui a joué en faveur du maintien? Donc, je vais revenir dessus. Mais donc, effectivement, il y a un premier aspect qui est quand même le dialogue ouvert. On va revenir, hein, sur cette question du dialogue avec le médecin psychiatre, la position de l'entreprise. Donc, en tout cas, c'est un bel exemple de persévérance dans la recherche de solutions. Votre implication, parce que là, pour le coup, est-ce que c'est la position habituelle d'un médecin du travail que de faire, j'allais dire, de la médiation et d'arrondir les angles et de rentrer dans les situations, y compris conflictuelles qu'il peut y avoir voilà, c'est surveiller un peu le lait sur le feu, on a l'impression parfois. Vous faites ça tout le temps ou c'était une exception? Alors, la situation conflictuelle, pour moi, j'intervenais parce que pour moi, la situation conflictuelle était directement liée à la pathologie. C'est la pathologie qui Mhm. générait ces conflits. Et donc, pour moi, le rôle du médecin du travail était effectivement de dénouer les choses. Évidemment que nous ne sommes pas là pour dénouer les conflits
habituellement en entreprise. Mais là, chez Monsieur C, c'est clairement la pathologie qui était à l'origine des difficultés. Et donc là, je trouve que le médecin du travail avait sa place. Donc c'est notre rôle quand c'est la pathologie qui est en cause. Et du coup, en Voilà. termes de charge de travail, j'imagine que c'est pas toutes Oui, les situations, parce que là, il y a un non. investissement qui est quand même Alors, assez fort et qu'on toutes, comprend, hein, il y a pas de souci, mais j'imagine que c'est pas toutes les situations que vous pouvez prendre dans ces conditions. évidemment, évidemment, toutes les situations ne se prêtent pas non plus à ce type d'accompagnement. Euh, on pourrait se poser la question de l'emploi accompagné, de faire intervenir des dispositifs supplémentaires. Je ne l'ai pas fait dans ce cas-là, parce que gagner la confiance de Monsieur C, c'était très fragile, hein, cette confiance qu'il avait, même vis-à-vis du psychiatre et vis-à-vis de moi. Et donc, c'était très fragile au regard justement de la pathologie qu'il a. Et du coup, ça me paraissait difficile d'introduire un tiers supplémentaire sans risquer de rompre cet équilibre. Peut-être que dans une autre situation, on aurait été sur un dispositif avec du soutien extérieur pour assurer notamment cette forme de médiation et ce suivi. Après, c'était pas si lourd que ça non plus, hein. Le patient me faisait confiance au psychiatre. Donc très souvent, il suffisait de le revoir, de discuter un quart d'heure avec lui, voilà, et les choses rentraient dans l'ordre. Donc c'était lourd, oui et non. Voilà, c'est toutes les situations, heureusement, ne sont pas aussi complexes, mais je trouve que celle-ci méritait qu'on mette de l'énergie. Alors, là, il y a eu des discussions entre médecins autour de la situation de santé. J'imagine que bah, le, le salarié vous avait donné son Oui, consentement pour une mise toujours. en relation avec le psychiatre au départ. Enfin, je n'ai pas le Ça a détail de toujours ce qui été s'est passé. transparent. Oui. Alors, je voulais revenir sur cette question-là de manière, alors pas spécifiquement sur votre témoignage, Mm. mais plus largement, docteur Léonard, sur la question du consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, c'est quoi la règle, c'est quoi un peu l'approche sur ces sujets-là, lorsqu'il s'agit notamment de mettre en relation des intervenants avec le médecin traitant, mais le médecin spécialiste? Oui, alors merci et bonjour à tous. Merci pour ce témoignage, hein, docteur Weber, hein, parce que je pense que effectivement, il témoigne d'un vrai travail de fond et d'accompagnement qui a permis le maintien dans l'emploi d'une personne avec, je dirais, un état de santé fluctuant, hein, comme très souvent dans les situations de handicap psychique. La problématique du consentement dans le cadre des échanges entre professionnels de santé, hein, donc effectivement, normalement, il y a toujours, notamment quand l'échange se fait par écrit, une obligation de passer par le salarié qui décide ou pas s'il transmet le courrier du médecin du travail au médecin traitant ou au psychiatre, ou l'inverse, hein, c'est-à-dire du courrier du psychiatre ou du médecin traitant ou d'autres spécialistes vers le médecin du travail. Ça, c'est une règle. Alors, si dans le passé, je dirais, il y avait une certaine souplesse quand un salarié donnait un accord oral, à l'heure actuelle, avec les évolutions tant réglementaires que, je dirais, que du contentieux, hein, je dirais qu'on va conseiller vivement que ce consentement oral s'appuie également sur un consentement écrit. Voilà, qui fera trace dans le dossier médical du salarié. Alors, une possibilité et qui est utilisée de temps en temps, à condition qu'elle puisse se concrétiser, c'est avec l'accord oral du salarié, c'est de décrocher en présence du salarié le téléphone et d'appeler le médecin traitant ou l'autre spécialiste en signalant bien que monsieur X est bien présent et je dirais à donner son accord pour qu'on appelle. Alors, c'est vraiment une très bonne manière de contact.
je dirais parce que là, c'est tripartite et le salarié est là et peut aussi s'exprimer. Par contre, je dirais la disponibilité du médecin que l'on va appeler n'est pas toujours au rendez-vous, hein, et donc c'est là que se pose le problème. Mais rien n'empêcherait qu'il y ait un rendez-vous pris et que ça soit fait sous cette forme-là. D'accord. Alors, j'en viens à la troisième question qui, qui a pour enjeu quand même de comprendre les situations. Donc là, dans votre témoignage, docteur Weber, la communication était fluide. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous avez évoqué cette notion de confiance. La confiance, elle vient pas forcément d'emblée. Euh, Là, je me tourne vers un spécialiste de l'accompagnement de situations de ce type, donc Monsieur Voinson pour Espoir 54. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, au-delà du consentement, parce qu'on imagine qu'il ne s'agit pas juste de dire vous pouvez appeler mon psychiatre et tout, et ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher finalement quand on veut mettre les bonnes conditions d'un dialogue? Bien, ben merci. Et ce qui est important dans la présentation de Dr Weber, c'est qu'effectivement, ça fonctionne, donc allons-y. Mais peut-être qu'une des premières questions à poser quand une personne est en situation de handicap d'origine psychique, c'est déjà de lui poser la question, est-ce qu'elle est accompagnée par une structure médico-sociale? Parce que très souvent, on oublie de poser cette question-là, et du coup, on se prive d'un partenaire qui a quand même dont le cœur de métier, c'est d'accompagner la personne dans la mise en œuvre de son projet de vie. Et dans ce projet de vie, bien souvent, il y a la question du projet professionnel. Après, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Parfois, la communication entre les différents corps médicaux, entre la personne, c'est toute une question. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et souvent, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est justement le manque de confiance, le fait que la personne ne se sente pas obligatoirement en sécurité. Donc, comment on remet, vous voyez, l'ensemble des acteurs en sécurité? Déjà, il faut pouvoir lever toutes les fausses représentations que l'on peut avoir, à la fois sur les troubles psychiques, à la fois sur la place du médecin du travail et à la fois sur la fonction du psychiatre. Et je pense que l'élément le plus important, c'est dans l'accompagnement, c'est effectivement de s'assurer qu'on est à peu près clair sur qu'est-ce qui fait que la personne a envie de travailler, c'est quoi sa demande réellement, qu'est-ce qui se cache derrière cette question de je veux travailler ou je veux me maintenir dans l'emploi. Surtout quand on est dans des troubles psychiques, il peut y avoir plein de réponses, hein. Ça peut être une négation de la maladie, ça peut être un désir de normalité, il y a plein de raisons, et donc il faut s'en assurer. Et dans un deuxième temps, effectivement, il va falloir réussir à mettre l'ensemble des partenaires en confiance. Et pour moi, l'élément clé, c'est la personne elle-même. C'est la personne qui est le facilitateur, c'est la personne qui est sujet. Et ce qui me semble essentiel, c'est comment on permet à la personne d'être l'acteur principal de la coordination de l'ensemble des acteurs. Et là, on rejoint ce que disait un peu Dr Léonard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne redevient acteur, c'est elle qui va aussi faciliter les échanges d'informations entre les différents acteurs. D'accord. Elle sera plus dans une logique de camoufler par peur de ce que l'autre va en faire. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus fluide. La personne peut devenir elle-même, j'ai envie de dire, le facteur entre les différents acteurs de l'accompagnement vers l'emploi. Elle peut très bien effectivement demander à son médecin psychiatre des informations qu'elle peut transmettre elle-même au médecin du travail et inversement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre l'autre en sécurité parce que on a tous des représentations et ces représentations parfois créent un climat d'insécurité et qui du coup va activer tous les processus de remise en sécurité. Et souvent, la mise en sécurité va consister à camoufler des informations. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment, un, on permet à la personne de se remettre en sécurité en redevenant acteur de son projet pro. Et deux, on compte sur elle pour pouvoir redonner du sens à tous les acteurs. Et du coup, là, ça devient beaucoup plus fluide.
Mais souvent, quand ça bloque, c'est parce que la personne va penser que le médecin du travail, finalement, il est à la solde de l'employeur et qui devient, vous voyez, des fausses représentations. Le médecin psychiatre va avoir peur que ces informations soient utilisées pour sortir la personne du monde du travail et aller vers une invalidité. Vous voyez, c'est les peurs qui font ça. Donc, l'essentiel, et je conclurai là-dessus, c'est remettre l'ensemble des acteurs en sécurité. Et pour être en sécurité, il faut repartir du projet de vie de la personne et dans le cadre de son projet de vie, y inclure le projet professionnel. Et ne pas Alors, on va y oublier venir les acteurs. justement. On a justement un deuxième témoignage qui rebondit sur cette notion de projet de vie. Donc, je prends la perche, je prends la perche aussi sur la gestion du temps, puisqu'on nous avons un programme, un menu bien copieux. Je rappelle juste que sur ce webinaire, comme vous étiez nombreux, qu'on avait prévu de balayer voilà, un champ un peu large de problématiques liées au maintien des personnes en situation de handicap psychique, vous avez un question-réponse à votre disposition. On ne répondra pas forcément sur le coup à toutes les questions. Euh, mais l'idée, c'est de faire un traitement différé de vos questions pour vous faire un retour aux inscrits, de faire un retour aux inscrits sur les principales questions que vous aurez posées, avec aussi une documentation sur des contacts à la fin. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vous propose d'enchaîner sur le deuxième témoignage. Alors, on n'a pas fermé toute la discussion autour du dialogue, mais on a un exemple qui va bien, s'il veut bien voilà, suivre. Euh, Docteur Colomb, on est là dans une autre situation. Donc j'ai changé les lettres, hein, voilà, et on fera un peu de gommage pour euh, les témoignages oraux, pour anonymiser le plus possible les témoignages. Euh, donc, docteur Colomb, je vous laisse exposer votre situation. Alors, Votre... en fait, on va parler d'une infirmière née en 85 qui travaille en service de soins. Bon, moi, j'assure le suivi effectivement depuis 2018, date à laquelle effectivement j'ai eu en charge l'établissement dans lequel elle travaille. Donc, c'est une infirmière qui travaille exclusivement de jour, sur des postes de matin, d'après-midi ou de journée, qui est dans un service où il y a à la fois un secteur d'hospitalisation et un secteur d'éducation thérapeutique. Et elle est en polyvalence, comme toutes les infirmières du service, puisque la cadre a instauré ce principe que tout le monde devait être en capacité de pouvoir tout faire dans le service. Donc, elle prend en charge des hospitalisations donc classiques et des éducations thérapeutiques à la fois individuelles et collectives. En 2009, donc, elle est diagnostiquée bipolaire après une hospitalisation qui fait suite à une situation, on va dire, de malaise dans l'entreprise. À la suite de l'hospitalisation, donc, elle est suivie par un psychiatre libéral. Elle est dans cette période-là difficilement stabilisable avec les différentes thérapeutiques qui sont mises en place et il y a plusieurs hospitalisations qui sont notées. En 2014, donc 5 ans après, le psychiatre décide de mettre en place un traitement par lithium à la suite d'une énième hospitalisation. Ce traitement donc et le suivi par le psychiatre amène la normothymie et là elle reprend effectivement une activité professionnelle tout à fait normale. En 2017, donc elle fait valoir à son psychiatre un désir de grossesse. Donc le lithium donc contre-indiqué pendant la grossesse est alors arrêté parce qu'en fait on peut juste dire que le lithium est un tératogène donc on ne va pas le maintenir. Et à ce moment-là, Madame enchaîne des épisodes maniaques avec des arrêts à répétition, des phases d'hospitalisation plus ou moins prolongées. Elle reprend un temps partiel thérapeutique, sollicitée par le médecin traitant, non pas par le psychiatre. Donc à ce moment-là, il n'y a jusqu'à cette période-là aucun contact avec le psychiatre libéral qui ne donne pas suite à ma sollicitation par écrit. En 2021, donc, il y a une nouvelle hospitalisation. Et là, la salariée souhaite changer de mode de suivi et est suivie donc en CMP.
Donc là, dès ce moment-là, avec l'accord de la salariée, il y a un échange qui se met en place avec la psychiatre qui la suit. Malheureusement, donc on a une forte instabilité de la situation parce que la thérapeutique est loin d'être adaptée et qu'on a toujours la possibilité de remettre en place le lithium parce qu'il y a toujours ce désir de grossesse. Les échanges avec la psychiatre ont lieu soit en présence de la salariée, comme le disait le docteur Lénard tout à l'heure, ou soit avec son accord à l'écrit, mais aussi à l'oral. On arrive à maintenir le poste de travail, j'allais dire tant bien que mal, donc dans le temps partiel thérapeutique, en la mettant exclusivement sur de l'éducation thérapeutique, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème de sécurité sur la partie hospitalisation. À noter que l'employeur a dans son ADN une fibre sociale qui fait qu'effectivement, on peut admettre un certain nombre de choses plus facilement. En août 2022, elle vient me voir en me disant, voilà, je souhaite reprendre le travail à temps plein. Le jour-là, elle est dans un état d'excitation, j'allais dire anormal, puisque j'ai pas de termes qui me viennent là, et j'émets un avis d'inadéquation, donc je dis non, pas du tout, et je l'envoie à son psychiatre. Elle est remise en arrêt, et depuis, elle est en arrêt. Elle bénéficie d'une indemnité de catégorie donc par le médecin conseil depuis fin 2023. Elle a sollicité une visite de pré-reprise en me disant, voilà, moi, je voudrais retravailler à temps partiel devant l'antériorité et le dossier de la personne et sachant qu'elle n'avait toujours pas repris le lithium. Je vais solliciter le psychiatre qui a formulé donc une réponse via l'infirmière du CMP sur effectivement l'incapacité de reprise de travail et jusqu'à ce jour, la salariée donc est en arrêt de travail, maintien d'un arrêt de travail puisqu'elle ne souhaite pas du tout que soit entamée une quelconque visite de reprise qui donnerait une aptitude et malheureusement la perte de l'emploi puisque elle a l'intention et la volonté de reprendre son activité professionnelle dès l'instant où elle sera mieux, où elle sera à nouveau équilibrée. Ok, et donc elle continue d'adresser donc ces arrêts. Et, alors, on n'est pas sur une situation de maintien proprement dit, mais malgré tout, on est, si j'ai bien calculé, sur une quinzaine d'années d'activité, malgré les difficultés. Et l'avenir reste ouvert. Voilà. Alors, je reviens sur un point qui est souvent dans les échanges et les discussions sur le maintien dans l'emploi des personnes confrontées à à des situations de handicap psychique, c'est la question de la stabilisation. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème central, notamment pour les spécialistes que vous pouvez être, Monsieur Pépin, peut-être, sur finalement, est-ce que c'est un enjeu de prise en charge, la question de la stabilisation, ou c'est pas le sujet directement, ou pas dit comme ça? Alors, je dirais pas dit comme ça, effectivement. La stabilisation en elle-même peut être plus, comme on dit, on est dans des troubles psychiques, c'est très fluctuant, donc la stabilisation peut changer d'une semaine sur l'autre. Nous, effectivement, ça va être, on va pouvoir accompagner ces personnes. On a dans notre structure un médecin psychiatre qui est disponible, qui permet justement d'avoir des échanges avec le psychiatre ou la psychiatre du salarié, et tout en gardant le secret médical. Comme le dit le docteur Léonard, on fait signer un accord écrit au début de l'accompagnement pour savoir si la personne est d'accord pour que notre médecin psychiatre puisse échanger avec le médecin psychiatre. On vous entend pas très bien. Si vous voulez juste parler plus proche du micro, je pense que le son sera meilleur. Voilà. Par contre, effectivement, nous, on va toujours privilégier le soin. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un et qu'on sent que la prise en considération de sa santé n'est pas optimale, alors nous, on n'est pas médecin, hein, on ne va pas pouvoir vérifier si la personne prend son traitement ou ne prend pas son traitement, mais on va la sensibiliser au fait que
pour une insertion professionnelle, pour un maintien dans l'emploi, prendre soin de sa santé, c'est primordial. Et on va réussir comme ça un peu la sensibiliser, lui conseiller des fois quand on voit que ça va un peu moins bien de reprendre contact avec son psychiatre. Et je reviens vite fait sur la confiance qu'il peut y avoir parfois avec les médecins du travail. C'est vrai que faire appel à une structure extérieure parfois permet de libérer la parole et libérer la confiance des personnes. C'est-à-dire que le médecin du travail, et on le dit à chaque fois, est un allié de la personne dans sa situation au travail, mais parfois les personnes peuvent avoir des a priori en se disant mais ça reste dans le milieu du travail, c'est un médecin du travail, il a des difficultés au travail, donc effectivement il peut être à la solde de l'employeur et il va vouloir faire tout pour que passe par une aptitude. Voilà. Donc le fait de passer par une structure extérieure permet peut-être de sortir aussi de ce milieu professionnel qui parfois est un peu compliqué ou conflictuel et de libérer la parole. Et nous, on va essayer justement de relier la personne avec justement aux personnels du soin qui peuvent l'aider à se stabiliser, pas sur une stabilisation totale forcément, mais l'aider justement à se stabiliser. On vous entend, parfois c'est un peu bas, je pense, sur le son. Monsieur Voinson, pour compléter peut-être cette question sur la stabilisation, Donc, comme le disait Monsieur Pépin, c'est des choses qui sont assez régulièrement instables. Donc, qu'est-ce que vous regardez, vous, alors, au niveau peut-être stabilisation, qu'on n'est pas tous restabilisation? d'accord enfin, stabiliser, ça veut dire quoi? Enfin, c'est-à-dire que la personne peut être stabilisée, d'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est dès qu'elle se retrouve dans un environnement complexe, stressant, eh bien, ça va réaugmenter son angoisse. Et donc, si ça réaugmente son angoisse, effectivement, il y a une réapparition des symptômes, même si le filet médicament a permis d'atténuer les montées d'angoisse, n'empêche qu'à partir du moment où une personne se retrouve dans un environnement qu'elle perçoit comme dangereux ou complexe, eh bien, obligatoirement, elle va être obligée de se défendre au niveau psychique et donc elle va réactiver ses mécanismes de défense et donc les symptômes. Donc la question peut se la poser autrement. C'est comment on permet à une personne en situation de handicap psychique, d'accord, de se sentir le plus en sécurité dans son espace de travail, de façon, vous voyez, à ne pas faire émerger des montées d'anxiété, de stress liées à une perception d'un environnement dangereux, qui vont réactiver une symptomatologie qui, effectivement, pourrait l'amener à être en rupture avec son espace de travail. Et donc, du coup, partons autrement. Posons-nous la question, comment on va permettre à cette personne de se sentir le plus en sécurité possible dans cet environnement donné? Et pour ça, c'est important non pas simplement de regarder ce qui dysfonctionne chez la personne, comment s'expriment ses symptômes, mais de regarder quelles sont ses ressources, d'accord? Et comment elle peut mobiliser ses ressources et comment on peut l'aider à faire aussi des demandes pour aménager son environnement de façon à se sentir le plus en sécurité possible. Et si elle est plus en sécurité, alors il y a moins de risque d'une décompensation. Et c'est tout le principe de la notion du rétablissement. Vous voyez, la personne souffrant de troubles psychiques, on va parler de rétablissement à partir du moment où elle est plus la marionnette de ses symptômes, mais où elle est devenue le marionnettiste de ses symptômes. C'est-à-dire qu'elle redevient sujet de la relation, sujet à son environnement. Donc, moi, j'insiste lourdement. Avant, effectivement, on doit regarder ce qui peut dysfonctionner, mais il faut absolument qu'on puisse regarder quelles sont les compétences à la fois humaines, à la fois sociales, à la fois relationnelles, et j'en passe, que la personne va pouvoir mobiliser pour se maintenir dans l'emploi. Vous voyez. Et malheureusement, on a trop souvent tendance à regarder les dysfonctionnements et à voir quelles sont les conséquences de ce dysfonctionnement. On ne se pose pas la question, quelle est l'origine de ce dysfonctionnement? Qu'est-ce qui crée une insécurité? Qu'est-ce qui fait que cette personne, dans cet environnement-là, va réactiver des symptômes? Et donc, pour conclure, regardons la situation, partons du principe que les symptômes sont l'expression d'un sentiment d'insécurité dans cet espace. N'oublions pas que la personne a des ressources. Comment elle va mobiliser ses ressources pour pouvoir agir sur cet environnement de façon à se sentir plus en sécurité. Et parmi ces ressources, bien évidemment, il va y avoir à la fois le médecin psychiatre, l'équipe du CMP, également toutes les structures médico-sociales qui œuvrent avec elle quand il y en a, de façon à pouvoir analyser les choses autrement. Vous voyez.
Moi, je connais une personne, d'emblée, systématiquement, on lui dit quelque chose, sa hiérarchie lui parle, elle souffre de troubles bipolaires, c'est perçue comme une remise en cause d'elle et de son travail, elle est complètement insécure. Eh bien, si dans l'heure, les jours qui suivent, je peux la rencontrer et lui permettre de prendre un peu de distance avec ce qui s'est dit, d'accord, et de le voir sous un autre angle, eh bien, l'angoisse du rejet, donc du danger, disparaît ou s'atténue, et du coup, elle peut se remobiliser, réutiliser ses ressources pour pouvoir continuer à faire son travail de secrétaire. Voilà. Donc, oui, il y a la Si, symptomatologie, mais n'oublions pas que c'est une personne avec des ressources. Et bien souvent, si on est dans le monde du handicap psychique, ça veut dire qu'elle a fait déjà tout un travail autour du logement, autour de plein d'autres choses, qu'elle pourra peut-être mobiliser, qui sont des compétences dites transversales pour l'espace de travail. Monsieur Aiglé, vous aviez, quand on avait préparé ce webinaire, j'ai retenu une phrase où vous aviez dit finalement le traitement nous intéresse pas, c'est pas tellement le sujet, c'est notre attention, c'est le parcours de soins. Si je suis fidèle à ce que vous aviez dit, vous pouvez développer. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Mario. Nous, on est des acteurs médico-sociaux. On est de l'autre côté de la barrière. Nous, on a des personnes en face de nous qui arrivent avec une problématique. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Stéphane. Nous, on va prendre la personne dans sa globalité à un moment T et on va essayer de trouver les ressources chez lui ou même chez nous, ce qu'on peut lui apporter pour pouvoir sécuriser un maximum le parcours. La relation peut être très, comment dire, très étendue sur une période et peut se relâcher derrière quand la personne, on sent qu'elle a retrouvé ses qualités. C'est vrai que du coup, à Mm. partir du moment où nous, on sent qu'il y a une bascule qui risque de s'opérer, nous, on n'arrivera pas à aller plus loin. C'est plus du ressort Mm. de la compensation. Là, du coup, on arrive sur le domaine sanitaire et du coup, tout ce besoin de participer et de lien avec les psychiatres deviennent prédominants. Voilà. Mais c'est toujours un élastique sur lequel on va tirer ou pas. Voilà. Mm. Et la réussite ne peut fonctionner que dans la continuité de la prise en charge et des relations et des informations qu'on peut partager avec nous, notre psychiatre, qui lui-même, du coup, va effectivement partager avec les autres psychiatres. C'est rare qu'on ait directement des relations avec les psychiatres qui suivent les personnes. On préfère, Mm. nous, passer par notre propre filtre. Voilà. Mm. Pour Vous avez compléter, évoqué la globalité de la personne, donc y compris dans ses projets. Ça, ce qui est frappant dans cet exemple, c'est que quand même il y a une confrontation entre projet de vie et projet professionnel. Je la double tout de suite pour rattraper un peu de temps. Sur la deuxième question, c'est finalement, la question est un peu provocatrice, mais pourquoi maintenir dans cette situation? Alors évidemment, il y a le souhait de la personne, on voit bien voilà, l'intérêt, je redis, la question est un peu provocatrice, mais sur ce type de situation, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Alors Stéphane, vous l'aviez un peu évoqué, de dire mais il y a quoi derrière cette demande de, de travail, enfin, d'être maintenu aussi, mais voilà, votre rôle un peu là-dessus, comment on peut le définir? le projet professionnel va être réinterrogé en lien avec le projet de vie de la personne, vous voyez. Et dans la situation qu'a apporté Dr Colomb, euh, on voit deux éléments qui n'arrivent pas à se croiser, la question d'avoir un enfant et la question de se maintenir à l'emploi. Vous voyez. Mais du coup, notre travail, nous, dans les structures médico-sociales, ça va être justement de discuter avec cette personne, qu'est-ce que ça veut dire avoir envie d'un enfant et à la fois envie de travailler, vu le contexte dans lequel on est, on va accompagner la personne de façon à ce qu'elle puisse définir ses priorités euh, et ensuite comment elle peut mettre en œuvre des actions pour aller vers ce qu'elle désire. Et ce qui est important, c'est le reconnaître. Je rappelle que pour qu'une personne aille bien psychologiquement, il faut qu'elle ait le sentiment de pouvoir faire des choix, il faut qu'elle ait le sentiment d'avoir des compétences pour mettre en œuvre son choix, et que ce choix et ses compétences soient reconnus par l'environnement. Et donc, du coup, vous voyez, là, les deux choses, c'est comme s'ils s'opposaient, travail et grossesse. Et à un moment donné, on doit réinterroger tout ça dans une démarche plus globale.
et de poser la question, qu'est-ce qui motive le fait d'avoir un enfant? Qu'est-ce qui motive de se maintenir en emploi? Et en menant ce travail avec la personne, elle va elle-même pouvoir à un moment donné faire un choix, ce qui n'est peut-être pas toujours possible, surtout si on est sur une structuration plutôt de type, je crois que la personne souffrait de bipolarité, vous voyez, ou dans la bipolarité, je vais avoir un sentiment de toute puissance. Mais du coup, il faut qu'on l'interroge, tout ça. Et naturellement, quand on l'a interrogé autour de la notion du projet de vie, la personne, naturellement, va accepter de faire des choix. Et en faisant ces choix, elle va peut-être même accepter de se dire, ben, là, il est peut-être temps pour moi de faire une pause au niveau du travail parce que ma priorité de vie, c'est l'enfant. Ou inversement, de se dire, ben non, pour le moment, je préfère me maintenir dans l'emploi parce que l'emploi me permet de me sentir utile socialement, parce que l'emploi me permet d'avoir le sentiment d'être comme tout le monde, parce que l'emploi me permet de me sentir appartenir à un groupe. Oui, voilà, je donne plein d'éléments, mais on ne découpe pas, on ne dissocie pas. Le projet de vie, c'est une globalité. Et comme toute personne, qu'on ait des troubles psychiques ou pas, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Mais il faut souvent qu'il y ait quelqu'un qui aide à faire mûrir ces choix de façon à ce qu'ils soient le plus cohérents les uns avec les autres. Merci. J'enchaîne parce que nous devons tenir le temps. On s'est engagé à tenir sur l'heure et pas plus. Docteur Léonard, nous arrivons autour des questions d'adaptation et d'aménagement, voilà, qui posent souvent question. Je vous laisse introduire le sujet. Oui, alors je dirais j'ai rencontré Madame N dans le cadre d'une contestation d'avis d'inaptitude. Bon, elle travaille depuis une dizaine d'années. Elle a un rôle dans une société tertiaire. Elle a un rôle de gestionnaire de dossier et de réponse aux clients, aux questions des clients, que ce soit par mail ou par téléphonie. Pendant 7 ans, son activité s'est déroulée sans aucune difficulté. Je dirais que quand je l'ai rencontrée, elle signale au cours des 3 dernières années une certaine fatigabilité qu'elle lie à une nécessité de concentration élevée lors de la réalisation de certaines tâches, et elle pointe notamment les difficultés qu'elle a avec la téléphonie. Donc, où elle sort relativement épuisée quand le temps de réponse au téléphone est important. En 2020, bien sûr, il y a la crise sanitaire et on la connaît bien, mais je dirais parallèlement, il y a des évolutions au sein du travail et l'état de santé de Madame N se dégrade. Je dirais que on peut qualifier ce qu'elle vit en 2020 de syndrome dépressif, mais en même temps, par rapport aux différents symptômes qu'elle décrit, un bilan a été réalisé qui va mettre en évidence un diagnostic tardif d'autisme avec un syndrome d'Asperger. Alors, à la fois, je dirais, la crise sanitaire, à la fois le diagnostic posé qui, pour elle, est extrêmement difficile à vivre, je dirais que Madame N va avoir une perte complète de ses repères. Je dirais à la fois, il y a l'isolement de son équipe parce qu'il y a eu du 100% télétravail pendant une période. Et puis, effectivement, elle se pose beaucoup de questions sur elle-même face à ce diagnostic. Donc, Madame N a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Elle a repris à temps partiel thérapeutique. Elle a été à nouveau réarrêtée. Elle a repris à temps partiel thérapeutique. Il y a eu une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui a été acceptée. Alors, au cours de ces périodes de reprise, sa hiérarchie explique avoir constaté que Madame N avait des difficultés à réaliser des activités qu'elle faisait antérieurement en toute autonomie et très facilement. Un nouvel arrêt de longue durée lui a été prescrit. Alors, au cours de cet arrêt,
Je dirais que Madame N n'est pas restée inactive. Elle a contacté à plusieurs reprises le médecin du travail, l'employeur, le référent handicap. Et sur le plan santé, elle a mis en place un suivi avec un psychiatre et, je dirais, un traitement lui a été prescrit. Alors, au cours des différents rendez-vous qu'elle a eus au sein de l'entreprise, elle a souhaité être accompagnée par une structure spécialisée dans l'accompagnement des salariés autistes. Et au cours de ce chemin, de ce parcours, cette société spécialisée a proposé à Madame N de lister les aménagements qui seraient aidants dans la perspective d'une reprise de travail. Donc, Madame N a fait une liste assez conséquente de ces aménagements qui, pour elle, étaient nécessaires, voire indispensables à la reprise et à pouvoir tenir son travail. Alors, certains de ces aménagements ne posaient aucune difficulté dans leur mise en place. Port de casque anti-bruit, télétravail plus fréquent, reprise à temps partiel thérapeutique, puis éventuelle réduction du temps de travail. D'autres apparaissaient plus complexes à mettre en œuvre, notamment, je dirais, du côté employeur, hein, un bureau fixe et travail isolé. Or, l'entreprise venait d'installer et avait évolué en flex-office. Et puis, peut-être celui qui cristallisait le plus la difficulté, c'était la suppression de la téléphonie client, qui est une activité inhérente au travail lui-même de cette salariée. Et puis, un dernier point qui entraînait aussi des freins, c'était la sensibilisation des managers à sa pathologie et à l'adaptation du mode de management. Hein. Et je pense qu'il y avait aussi derrière ça une proposition j'ai vu une question sur l'information du collectif de travail pour aussi qu'il participe au maintien dans l'emploi de cette salariée. Donc, je dirais, à partir de cette liste, il y a eu une forme de cristallisation, voire de rigidification des points de vue. D'un côté, la salariée tenait absolument à ce que tous ces points-là soient, je dirais, pris en compte et mis en place, soutenus par la structure spécialisée qui allait dans ce sens. Et puis, de l'autre côté, l'employeur qui disait « mais là, ça, c'est pas possible ». Et donc, on voyait que la rigidification était liée à l'absence de compromis envisageable et on est arrivé à une situation de blocage. Dans ce contexte, le médecin du travail avait largement vu l'un l'autre, c'est-à-dire salarié, discuter avec l'employeur, vu aussi la liste des aménagements demandés, vu leur possibilité de mise en place ou pas, et à un moment donné a conclu à une inaptitude de la salariée. Alors, la contestation, ça a été tout un chemin de réanalyse et de la situation professionnelle de la salariée et de la situation de santé de la salariée. Je dirais qu'elle a débouché sur une aptitude à la reprise avec des aménagements réalistes et réalisables. Ainsi, dans un premier temps, au vu de la fatigabilité, de la difficulté de concentration qui perdurait, un aménagement du temps de travail a été proposé aux médecins de soins et aux médecins conseils, aux médecins de soins qui ont effectivement, je dirais, appuyé la demande de la salariée en ce sens, et l'invalidité première catégorie a été acceptée. Certains aménagements ont été maintenus, donc y compris la possibilité d'avoir quelques repères dans ce bureau
un peu de type open space du flex office, parce que finalement, presque tout le monde s'installait à peu près toujours au même endroit plutôt que d'être comme le flex office le propose, vraiment très, je dirais, s'installer dans l'endroit libre ou très variable. Je dirais le plus de télétravail ne posait pas de problème, en alternance aussi avec du travail en présentiel. Et puis, ce qui a été préconisé, c'est une réintroduction de la téléphonie dans un second temps, c'est-à-dire à partir du moment où d'autres repères avaient pu être mis en place, donc dans un délai de 6 mois, hein, avec au départ une progression dans le temps consacré à la téléphonie pour voir comment elle pouvait être réellement concrétisable pour la salariée et une limitation du temps de cette tâche, et ça a permis de lever les crispations. Donc voilà un petit peu cette situation qui concerne, je dirais, une pathologie qui est finalement très fréquente dans les milieux de travail, avec aussi toutes les qualités, je rejoins Stéphane Moinson, que peut avoir une personne autiste qui a une fiabilité dans le travail et une régularité dans le travail, je dirais, un sérieux qui est un plus pour une entreprise. Merci, docteur Léonard. Alors, je précise que nous avons un peu triché pour ce troisième exemple, puisque nous ne sommes pas sur un handicap psychique, mais plutôt cognitif, même s'il y a eu une phase d'anxiété importante, notamment pendant enfin, voilà, autour de la crise sanitaire et des difficultés. Donc, on n'est pas sur le même type de handicap, mais on l'a conservé parce qu'il éclairait aussi la question des aménagements quand on n'est pas sur des questions d'aide technique et voilà, ça nous paraissait le parallèle, en tout cas, nous paraissait intéressant. Sur ce qui a joué, je vais accélérer, désolé, puisque le temps est passé beaucoup plus vite que prévu, évidemment. On voit bien que ce qui a joué en faveur du maintien, là, c'est le travail que, pour le coup, c'est vous, docteur Léonard, qui l'avez fait, mais ça aurait pu être un autre acteur, un travail de médiation. Et voilà, puisqu'il y a eu quand même la crispation que vous avez très bien décrite avec le liste d'aménagement non négociable au départ. Donc, ce qui montre bien que la mobilisation des parties prenantes et le consensus avec l'entreprise est important. Je Je mets tout de suite les trois questions pour une réponse un peu ouverte, parce qu'on arrive au bout et je ne voudrais pas. On va mordre un petit peu pour donner quelques infos sur l'emploi accompagné, parce que je vais pas, voilà, je vais pas zapper l'intervention de Madame Collin. On fera court, mais quand même. Et c'est vraiment sur cette question des aménagements, et il y avait une question dans les questions-réponses qui était aussi sur le rôle du collectif, et je fais le lien avec les aspects peut-être de sensibilisation et de préparation autour voilà, des situations. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur finalement la question des adaptations, c'est pas toujours des questions de réduction du temps de travail ou de mise à l'écart quand ça va pas, quoi, si je fais un peu caricatural. Alors, je vais juste dire 2 mots. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont permis que les choses évoluent, hein. Dans un premier temps, il y a eu une amélioration de l'état de santé de la salariée, une acceptation de sa pathologie également, hein. Et une réflexion qui l'a amené à accepter des compromis, hein. Après, il fallait débloquer la situation côté employeur, c'était un autre point, hein. Et puis, effectivement, il y a une notion de temporalité qui a été introduite, c'est-à-dire on commence par je dirais une première remise en route,
Et puis, seulement dans un deuxième temps, on s'attaque au noyau plus dur qui était la téléphonie. C'est-à-dire, voilà, il y a eu ce chemin-là qui a été, à mon avis, très facilitant. Et du coup, il y a eu des arrangements qui ont été faits pour réintroduire progressivement. Donc c'est possible quand même, mais dans des conditions qui sont pas, voilà, on bouleverse d'un coup le poste. C'est ce que vous expliquez, c'est le temps d'appropriation, d'adaptation, de compréhension est absolument nécessaire dans ces situations. Tout à fait, mais on ne ferme pas tout. Hein. Voilà. On réouvre. Voilà, ça a été un petit peu mon rôle. Hein. Juste, on avait évoqué que c'est pas que la question d'agir sur l'environnement, mais on avait dit aussi l'acquisition d'habiletés psychosociales qui peuvent jouer aussi dans ces situations. Je crois que c'est vous, Monsieur Boisson, qui aviez abordé ce point-là. Ok. Très vite, Oui, très désolé. très vite. Je fais aussi un petit lien avec des questions-réponses. Il y a un point commun finalement entre la santé au travail et les personnes en situation de handicap d'origine psychique, c'est que les deux peuvent parfois souffrir de la stigmatisation, vous voyez, et qu'il va falloir lever ces stigmatisations. Vous voyez, cette croyance que le médecin du travail serait au service de l'employeur, c'est une stigmatisation qu'il faut lever et dans notre accompagnement, on doit lever ce frein, cette croyance fausse. Ce qui est important dans l'aménagement, c'est effectivement, il y a l'aménagement du temps, etc., mais on ne peut pas faire l'impasse aussi d'accompagner l'environnement. Comment on prépare l'environnement, comment on accompagne l'environnement à accueillir une personne en souffrance psychique, en situation de handicap psychique. Donc ça, pour aller vite, n'oublions pas que c'est légitime que les gens autour, ils aient des représentations qui peuvent être fausses et qui peuvent parfois être un vrai frein, ces représentations, euh, avoir parfois un comportement, je pense à quelqu'un qui était ingénieur, son responsable voulait trop bien faire, j'ai envie de dire, il était trop présent, et donc du coup, créer un environnement stressant tout en voulant protéger la personne. Donc il faut accompagner l'environnement à accueillir des personnes en situation de handicap psychique, ou en tout cas à continuer à pouvoir travailler avec elles. Et en plus, il est important, effectivement, la personne peut, si j'ai une difficulté, par exemple, de gérer le téléphone, d'accord, on peut identifier d'où vient cette difficulté et on va permettre à la personne d'acquérir des habilités psychosociales de façon à pouvoir contourner les angoisses en lien avec l'espace téléphone. Donc, notre mission, nous, dans le médico-social, quand on a été mandaté pour aider la personne à se maintenir dans l'emploi, à un moment donné, on va travailler très concrètement avec la personne pour acquérir des compétences spécifiques. Par exemple, j'ai des pensées délirantes qui viennent parfois me parasiter dans mon travail. On va apprendre à la personne à acquérir des habilités pour contourner l'apparition de ce symptôme de façon à rester adapté à son espace de travail. Et c'est possible. La personne peut acquérir des habilités pour s'adapter à son environnement avec sa symptomatologie. Donc ça, c'est l'acquisition d'habilités psychosociales. Si, donc je Voilà. prends la perche, donc ça c'est possible. Dialoguer sur les situations de santé dans le respect du secret, dans le respect de la personne et en la mobilisant, c'est possible. Euh, le travail en n'étant pas complètement stabilisé, c'est possible aussi. Je fais Mais c'est pour un ça, peu des pour aller très vite, raccourcis. c'est pour ça qu'il faut les traiter. Il faut absolument, quand la personne est en situation de handicap psychique, qu'elle est dans l'emploi et qu'elle doit se maintenir, ne pas hésiter à vérifier, à activer des mesures, que ce soit la GFIP ou autre chose, de façon à avoir un tiers dont c'est le job que de permettre à la personne d'acquérir des compétences pour s'adapter à son espace et d'accompagner l'espace pour que cette personne puisse se maintenir dans l'emploi. Alors merci. J'enchaîne puisqu'on a mordu là déjà 3 minutes. Je vais laisser quand même à Cécile Collin quelques minutes pour présenter rapidement la question de l'emploi accompagné. Donc, on n'a pas fait un panorama pour dire voilà quels sont les types d'acteurs qui peuvent intervenir, etc. On le fera sur un petit document qui vous sera adressé pour resituer. C'était pas l'objet de ce webinaire, mais on voulait quand même repasser sur l'emploi accompagné. Madame Collin, pour Oui. redire que, Bonjour. allez-y, je vous laisse Je vais présenter faire les choses rapidement. rapidement pour les quelques minutes qui me restent. Donc, du coup, l'emploi accompagné, c'est un dispositif spécifique, renforcé, individualisé et durable
pour l'insertion et le maintien des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il s'adresse aux demandeurs d'emploi, mais également aux salariés privés et agents de la fonction publique en poste pour sécuriser durablement leur emploi en milieu ordinaire pour des personnes pour lesquelles les actions de droit commun ne sont pas forcément adaptées. Cette forme d'accompagnement concerne majoritairement les handicaps invisibles et donc notamment le handicap psychique. Euh, Dans le cadre de cette sécurisation en emploi, on peut mettre en place voilà, des actions pour limiter les difficultés que la personne rencontre sur son poste de travail, les difficultés d'adaptation, de communication, d'organisation, et ainsi permettre de limiter les ruptures de parcours. On en parlait tout à l'heure, voilà, arrêt maladie, rupture de contrat. Ces difficultés impactent généralement les relations de travail qui peuvent devenir fragiles et nécessitent donc une médiation régulière avec le collectif de travail et l'équipe hiérarchique. Ça permet également de sécuriser les fragilités de maintien en emploi en étant en lien régulier avec le salarié et l'employeur. Comment solliciter l'emploi accompagné? J'essaie de faire vite hein, Oui, puisqu'on a... vas-y. Voilà, comment on peut C'est sur solliciter l'emploi prescription. On est accompagné? sur prescription, sur l'emploi accompagné, on est sur prescription, Alors, soit France ouais, Travail et Cap Emploi, c'est soit. ça. Ouais, alors pour une personne en emploi, effectivement, l'employeur, le référent handicap ou l'EPSAT peuvent lui proposer de solliciter l'emploi accompagné soit par une notification MDPH, soit effectivement par le biais d'une prescription, donc Cap Emploi, France Travail, mission locale. Mais là, pour quelqu'un en emploi, on passera plus sur l'axe maintien Cap Emploi. Mhm. D'accord. Et Voilà, sur l'accompagnement, vous en avez dit plusieurs mots, donc ça va toucher évidemment l'accompagnement de la personne, il y a voilà. l'accompagnement de l'employeur. Vous intervenez aussi sur autour du collectif. C'est ça. Donc, j'avais listé quelques actions qu'on pouvait mettre en place sans que ça soit exhaustif, mais il va y avoir effectivement, enfin, la mission première, ça va être de sensibiliser le collectif de travail et la hiérarchie sur le handicap de la personne, puisque, enfin, on le voit hein, d'expérience et puis le docteur Léonard parlait effectivement d'un trouble autistique Asperger, mais c'est valable également pour un handicap psychique. Quand c'est compris, expliqué, généralement, voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées avec le collectif de travail. On va avoir également un rôle d'écoute, de réassurance pour la personne. Et on est présent, on peut être présent assez régulièrement sur le poste de travail pour mettre en place soit des fiches outils pour aider la personne à pouvoir réaliser les tâches, les missions qui lui sont confiées, et puis mettre en place peut-être des outils techniques aussi si au besoin, avec l'aide voilà, effectivement de la médecine du travail. Merci beaucoup. On rappelle que là, on fait un zoom sur l'emploi accompagné, mais qu'évidemment, même si on ne l'a pas redit, je le redis, donc, dispositifs emploi accompagné, cofinancés, AGFIP, FIP, ARS, si je ARS, ne dis pas de bêtises, voilà, et le soutien de l'État, bien sûr, et puis nos deux structures spécialistes qui sont intervenues ce matin, interviennent dans le champ ce qu'on appelle les appuis spécifiques que finance la GFIP, donc qui sont des acteurs évidemment utiles pour aborder ces situations. Il faut qu'il y ait reconnaissance du handicap assez rapide là-dessus, qui parfois c'est la limite, mais en tout cas, ce sont des appuis précieux. On vous remercie, on a poursuivi un peu surtout pour que ça reste sur le replay. Donc le replay, euh, donc vous le retrouverez à l'adresse qui vous avait été communiquée dans l'invitation, donc sur la chaîne YouTube du PRITH ou sur le site du PRITH, on peut retrouver le lien. On le retrouvera sans doute aussi, on le mettra sur le site du PRST. On a bien noté vos questions, on essaiera de faire un retour aussi là-dessus, plus un peu de documentation. On vous remercie beaucoup d'avoir tenu, y compris, désolé, c'est la première où on déborde de l'heure, donc ça sera l'heure 09 du maintien. Merci à vous et bonne continuation.
Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.